Ils étaient des étoiles qui ont illuminé le cinéma français, faisant rire, pleurer et rêver des millions de cœurs à travers des rôles émouvants. Mais, après la gloire éblouissante, leur vie s'est plongée dans l'ombre de l'oubli et de la pauvreté. Voici l'histoire de 7 acteurs français talentueux qui ont dédié leur âme à l'art, mais dont le destin cruel les a emportés dans le silence, sans que le public ne se souvienne d'eux. Des tragédies personnelles, des choix erronés et la dureté de l'industrie cinématographique ont façonné leur destinée, laissant des leçons profondes sur la gloire éphémère et la valeur de l'engagement. Jean-Pierre Mocky, né le 6 juillet 1933 à Nice, France, était l'un des réalisateurs et acteurs les plus singuliers du cinéma français, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies et plus de 60 films, marqués de son empreinte personnelle. Il était connu pour son style de réalisation audacieux, mêlant humour satirique, critiques sociales acerbes et une touche d'excentricité, créant une marque unique dans l'industrie cinématographique. Des œuvres comme Les Dragueurs, 1959, L'Albatros, 1971 ou Solo, 1970 témoignent non seulement de son talent de réalisateur, mais aussi de sa capacité à jouer des rôles secondaires ou principaux dans ses propres films. Mocky avait un talent particulier pour dépeindre des personnages marginaux, des personnages excentriques ou rebelles contre le système, offrant un regard unique sur la société française de son époque. Sa carrière débute dans les années 1950, lorsqu'il travaille avec de grands réalisateurs comme Jean Cocteau et Luchino Visconti, avant de se faire un nom avec des films indépendants, souvent réalisés avec de petits budgets mais d'une grande créativité. Mocky n'était pas seulement un réalisateur, mais aussi un artiste polyvalent, écrivant des scénarios, produisant et même montant ses films. Son style était souvent perçu comme une opposition à la tendance dominante du cinéma français, avec des films provocateurs, parfois controversés, pour leur franchise sur les injustices sociales, la corruption ou l'hypocrisie. Des œuvres comme Le Miraculé, 1987, et Ville à vendre, 1992, témoignent de sa capacité à mêler humour noir et messages profonds, invitant le public à rire tout en réfléchissant. Bien que ses films n'aient pas toujours été salués par la critique, Mocky a toujours eu une base de fans fidèles, en particulier parmi ceux qui appréciaient la liberté et l'esprit rebelle dans l'art. Il disait que faire des films n'était pas seulement un métier pour lui, mais aussi un moyen de vivre et de s'exprimer malgré toutes les limites. Cependant, malgré sa carrière brillante, les dernières années de Jean-Pierre Mocky ont été une histoire triste. Lorsque l'industrie cinématographique française s'est progressivement tournée vers des tendances commerciales et des générations de réalisateurs plus jeunes, les projets de Mocky ont perdu de leur attrait pour le grand public. Ces films, souvent réalisés avec des budgets limités et un style indépendant, n'attiraient plus l'attention comme avant. Il est tombé dans des difficultés financières, confronté à des dettes et vivant dans un petit appartement à Paris, loin de la gloire de ses années de succès. L'industrie qu'il avait autrefois vénérée l'a presque oublié, et les jeunes générations connaissent de peu ses contributions au cinéma. Mocky, avec son esprit indomptable, a continué à faire des films jusqu'à ses dernières années, mais ses projets étaient souvent distribués de manière limitée et n'ont pas eu de succès commercial. Jean-Pierre Mocky est décédé le 8 août 2019 à l'âge de 86 ans, dans la solitude et la précarité. Sa mort n'a pas fait beaucoup de bruit, et son nom a lentement été effacé par le temps. Cependant, l'héritage de Mocky perdure à travers ses films uniques, empreints de sa personnalité, qui reflètent l'esprit de liberté et une créativité sans fin. Il est un exemple d'artiste ayant vécu et donné tout pour l'art, malgré les difficultés et l'indifférence du monde. Ses œuvres, allant de films satiriques sur la société à des histoires humoristiques étranges, continuent d'inspirer ceux qui aiment le cinéma indépendant. Il n'était pas seulement un réalisateur, mais aussi un symbole de persévérance, osant aller à contre-courant pour défendre sa voix. Bien que sa fin de vie ait été tragique, Jean-Pierre Mocky restera à jamais dans la mémoire, comme un conteur talentueux ayant utilisé le grand écran pour défier et embellir le monde. Pierre Clémenti, né le 28 septembre 1942 à Paris, France, était une icône du cinéma d'auteur dans les années 1960 et 1970, se distinguant par son apparence angulaire et son jeu d'acteur intense. Il a inspiré des réalisateurs tels que Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci et Pier Paolo Pasolini. Son rôle de Marcel dans Belle de jour, 1967, aux côtés de Catherine Deneuve l'a propulsé sur la scène internationale, incarnant un gangster séduisant mais dangereux. Il a également joué dans The Léopard, 1963, The Conformist, 1970, Partner, 1968 et Pig-Sty, 1969, où il s'est transformé en des personnages complexes, rebelles ou déchirés par des conflits intérieurs.
En dehors de la comédie, Clémenti a réalisé des films expérimentaux tels que Visa de censure NoX, 1967 à 1777, et New Old, 1778, et a écrit de la poésie, des pièces de théâtre, Chronique d'une mort retardée, et un oratorio, Le Deuxième Monde, incarnant un esprit de liberté et de créativité sans limite. Issu d'une famille modeste sans connaître son père et élevé par sa mère d'origine corse, Clémenti a eu une enfance difficile, passant par un orphelinat. Il a étudié l'art dramatique au Vieux-Colombier et à la Rue Blanche et a joué avec la troupe de théâtre Marco. Cependant, son mode de vie débridé, notamment sa dépendance aux drogues, lui a valu des ennuis. En 1971, il a été arrêté à Rome pour possession de LSD et de cocaïne et a purgé 17 mois de prison avant d'être acquitté. Cette expérience, relatée dans quelques messages personnels, 1973, a terni son image dans l'industrie cinématographique grand public, notamment à cause de ses opinions politiques d'extrême gauche. Dans ces dernières années, Clémenti a été exclu du courant principal du cinéma. Il a travaillé avec des réalisateurs indépendants tels que Philippe Garrel dans Le lit de la Vierge, 1969, et La cicatrice intérieure, 1771. Mais ces projets ont attiré un public restreint. Son refus des rôles stéréotypés et son mode de vie débauché l'ont mené à la pauvreté. Il vivait dans un appartement misérable à Paris, presque sans biens, sa santé étant dégradée par un cancer du foie. Pierre Clémenti est décédé le 27 décembre 1999 à l'âge de 57 ans dans la solitude et l'oubli. Sa mort n'a pas fait de bruit, mais son héritage perdure à travers Belle de jour, The Conformiste et ses films expérimentaux, témoignant d'un artiste qui a vécu pleinement pour l'art malgré le prix à payer. Maria Schneider, née le 27 mars 1952 à Paris, France, était une actrice qui a marqué l'histoire du cinéma avec son rôle dans Le Dernier Tango à Paris, 1972, de Bernardo Bertolucci. Son rôle de Jeanne, aux côtés de Marlon Brando, l'a propulsée au centre de l'attention mondiale à l'âge de 19 ans, mais a également suscité une vive controverse en raison de scènes audacieuses. En particulier, une scène intime a été réalisée sans le consentement total de Schneider, laissant une blessure mentale profonde, la faisant se sentir trahie et exploitée pendant le tournage. Bien que Le Dernier Tango à Paris ait été salué comme un chef-d'œuvre artistique, cette expérience a profondément affecté la psychologie et la carrière de Schneider, influençant largement le reste de sa vie. Après ce rôle déterminant, elle participe à The Passenger, 1975, aux côtés de Jack Nicholson, un film de Michelangelo Antonioni, mais ne parvient pas à retrouver la gloire qu'elle avait connue auparavant. Les choix de carrière instables, associés à sa lutte contre la dépendance et la dépression, l'ont progressivement éloignée de l'industrie cinématographique. Dans les années 1980 et 1990, la carrière de Maria Schneider a diminué de manière significative. Elle est apparue dans quelques films modestes en Europe, mais n'était plus vue comme une star. Ses problèmes personnels, y compris la dépendance aux drogues et ses relations compliquées, ont exacerbé sa situation. Schneider a partagé dans des interviews qu'elle se sentait blessée par la façon dont l'industrie du cinéma l'avait traitée, particulièrement après Le Dernier Tango. Elle a refusé de nombreux rôles avec des scènes de nudité, déterminée à ne plus se laisser exploiter. Cependant, cela a limité ses opportunités professionnelles dans une industrie qui privilégie souvent l'image sur le contenu. Les difficultés financières ont commencé à la rattraper, la contraignant à vivre une existence simple, presque misérable, dans un petit appartement à Paris. Elle a également dû faire face à des problèmes de santé, y compris un cancer du sein, ce qui a rendu ses dernières années encore plus difficiles. Maria Schneider est décédée le 3 février 2011, à l'âge de 58 ans, à Paris, après une longue bataille contre la maladie. Sa mort s'est déroulée dans le silence, sans attirer l'attention du public ni de l'industrie qui l'avait autrefois célébrée. Elle a passé ses dernières années dans la solitude, oubliée par la gloire qu'elle avait brièvement possédée. Néanmoins, l'héritage de Schneider perdure à travers Le Dernier Tango à Paris, une œuvre marquante dans l'histoire du cinéma, bien qu'elle soit également la source de ses souffrances. Son rôle, émotionnellement intense et authentique, reste l'une des performances les plus impressionnantes à l'écran. De plus, l'histoire de Schneider a suscité d'importants débats éthiques sur l'industrie du cinéma, en particulier concernant la protection des acteurs dans les scènes sensibles. Elle est devenue un symbole des artistes talentueux, mais blessés par la dureté du monde du spectacle. Bien que sa vie ait été tragique, Maria Schneider fait toujours partie intégrante de l'histoire du cinéma français, rappelant le prix de l'art et la puissance de l'interprétation authentique. Henri Virlogeux, né le 22 mars 1924 à Nevers, France, était un acteur talentueux, célèbre pour ses rôles secondaires pleins de vitalité et de profondeur, laissant une empreinte indélébile dans le cinéma et le théâtre français.
Il est surtout connu pour son rôle du cardinal Duèze, qui deviendra plus tard le pape Jean XXIII dans Les Rois maudits. 1972, une série télévisée classique de Claude Barma basée sur le roman de Maurice Druon. Avec son jeu subtil, Virlogeux a incarné un personnage à la fois autoritaire et complexe, contribuant au succès retentissant de cette œuvre, considérée comme l'une des séries télévisées les plus emblématiques de la France. Il a également participé à Les 400 coups, 1959, de François Truffaut, un chef-d'œuvre de la Nouvelle Vague, où il a offert une prestation authentique et émotionnelle, parfaitement en phase avec le style naturel du film. Sa carrière ne se limitait pas au cinéma, il brillait aussi sur scène avec des rôles dans des pièces célèbres comme L'Avare de Molière et Croque-Monsieur, 1964, aux côtés de Jacqueline Maillan, une pièce qui a battu des records avec plus de 1700 représentations et est devenue un phénomène théâtral de l'époque. Le parcours artistique d'Henri Virlogeux commence dès son jeune âge, lorsqu'il quitte le petit séminaire de Nevers à 18 ans pour poursuivre sa passion pour la comédie. Il déménage à Paris, où il étudie le droit, mais se laisse rapidement séduire par le théâtre. Sous la direction de Charles Dulin, l'un des maîtres du théâtre français, Virlogeux affine ses talents de comédien et commence à jouer dans les cafés-théâtres de la rive gauche de Paris, où il attire l'attention par son talent naturel. Dans les années 1950, il rejoint des troupes prestigieuses comme le Grenier Hussenot et le Théâtre National Populaire, TNP de Jean Vilar, où il rencontre et épouse l'actrice Véronique Silver en 1954. Cette relation marque non seulement un jalon personnel, mais aussi une forte connexion avec le monde de l'art. Virlogeux a également travaillé en doublage et est apparu dans plusieurs autres séries télévisées telles que Le Comte de Monte Cristo, 1979, et Les Enquêtes du commissaire Maigret, où il continue d'incarner des rôles variés, allant des personnages comiques aux rôles plus tragiques. Malgré une carrière remarquable, Henri Virlogeux n'a jamais atteint la gloire financière ou la grande renommée comme certains de ses contemporains. Ses rôles secondaires, bien qu'impressionnants, n'ont pas suffi à lui apporter une stabilité financière dans une industrie cinématographique de plus en plus tournée vers les nouvelles figures et les projets commerciaux. Dans ces dernières années, Virlogeux vivait discrètement dans un modeste appartement à Paris, confronté à des difficultés financières et à l'oubli du public. L'industrie du cinéma, qu'il avait autrefois honoré, s'est progressivement détournée de lui, car il n'était plus un nom attirant pour le grand public. Sa santé se détériorait également, ce qui l'a encore plus isolé dans ces dernières années. Henri Virlogeux est décédé le 19 décembre 1995, à l'âge de 71 ans, à Paris, dans le silence et sans la reconnaissance publique qu'il méritait. Bien que sa vie se soit terminée dans l'ombre, l'héritage d'Henri Virlogeux perdure à travers ses rôles secondaires de qualité au cinéma et sur scène. De Les Rois maudits avec son image imposante du cardinal Duèze à Les 400 coups avec la véracité de la Nouvelle Vague, il a laissé une marque indélébile en tant qu'artiste dévoué. Toujours engagé dans chaque rôle, grand ou petit. Des pièces comme Croque-Monsieur témoignent également de son talent théâtral, apportant rires et émotions à des milliers de spectateurs. Henri Virlogeux est un symbole d'une génération d'acteurs secondaires, ceux qui ont contribué au succès de grandes œuvres, mais souvent éclipsés par l'éclat des stars principales. Bien qu'il n'ait pas connu la richesse ni la célébrité, il reste une figure essentielle de l'histoire de l'art en France, inspirant ceux qui valorisent la dévotion et l'art de l'interprétation authentique. Son héritage rappelle que, parfois, les contributions silencieuses sont les joyaux les plus précieux dans le vaste tableau culturel. Pauline Lafont, née le 6 avril 1963 à Nîmes, France, était une jeune actrice prometteuse du cinéma français dans les années 90, connue pour son énergie éclatante et son talent naturel. Fille de l'actrice légendaire Bernadette Lafont et du sculpteur Djurka Medvedski, Pauline semblait destinée à briller dans l'art. Elle a commencé sa carrière avec des rôles secondaires dans les films de sa mère, tels que L'Effronté, 1985, de Claude Miller, où elle a montré sa jeunesse et sa spontanéité, attirant l'attention du public et des critiques. Son premier rôle principal dans Poulet frites, 1987, a confirmé son potentiel, avec un jeu vibrant, alliant grâce et profondeur émotionnelle. Elle est également apparue dans Soigne ta droite, 1987, de Jean-Luc Godard, une œuvre expérimentale où elle a montré sa capacité à s'adapter au style unique du film. Avec sa beauté naturelle et son charme, Pauline était destinée à devenir l'une des grandes stars de la nouvelle génération, poursuivant l'héritage de sa mère dans le cinéma français. Cependant, le destin cruel a volé à Pauline Lafont l'opportunité de réaliser son potentiel. Issue d'une famille modeste, elle a grandi dans des conditions de pauvreté. Et sa carrière montante n'a pas encore permis d'assurer une stabilité financière. Le 11 août 1988, à l'âge de 25 ans, Pauline a eu un tragique accident en marchant seule dans les montagnes des Cévennes, près de chez elle à Saint-André-de-Valborgne. Elle est tombée d'une falaise de 10 mètres et est décédée sur le coup.
Son corps n'a été retrouvé que 3 mois plus tard, en novembre 1988, après de nombreuses recherches, rendant sa mort encore plus douloureuse pour sa famille et ses fans. L'accident a mis fin à une carrière prometteuse, laissant un vide dans le cœur de ceux qui l'appréciaient et dans l'industrie du cinéma français. La mort soudaine de Pauline Lafon n'a pas seulement été une perte personnelle, mais aussi une tragédie pour le cinéma français qui attendait une jeune talentueuse comme elle. Bien qu'elle n'ait joué que dans quelques films, elle a laissé une empreinte grâce à sa fraîcheur et à son énergie vibrante, en particulier dans L'Effronté et Poulet frites. Son héritage, bien que court, est toujours apprécié par les amateurs de cinéma d'art, et sa mort est un rappel de la fragilité de la vie, même pour ceux qui possèdent un potentiel éclatant. Pauline Lafon restera à jamais l'emblème d'une étoile filante, laissant un regret profond pour ce qu'elle aurait pu accomplir. Georges Géret, né le 18 octobre 1924 à Lyon, France, était un acteur majeur du cinéma français dans les années 1960 et 1970, apprécié pour son jeu authentique et plein de vitalité. Avec son apparence robuste et son attitude naturelle, il a marqué de nombreux films, notamment dans Z, 1969, de Costa Gavras et La religieuse, 1666, de Jacques Rivette. Dans Z, un film politique dramatique oscarisé, Géret joue le rôle de Nick, un témoin clé, apportant tension et profondeur émotionnelle contribuant au succès de l'œuvre. Dans La religieuse, il incarne un personnage complexe, démontrant sa capacité à endosser des rôles demandant finesse. Sa carrière s'étend sur des dizaines de films, de Diary of a Chambermaid, 1964, de Louis Buñuel à Le Mataf, 1973, où il incarne souvent des rôles secondaires mais toujours mémorables. En dehors du cinéma, Géret a aussi brillé sur scène et à la télévision, avec des rôles dans Les 5 dernières minutes et Les enquêtes du commissaire Maigret, soulignant sa polyvalence en tant qu'acteur. Né dans une famille ouvrière, Géret a grandi dans la pauvreté à Lyon avant de déménager à Paris pour poursuivre une carrière d'acteur. Il commence sa carrière avec de petits rôles sur scène et peu à peu, il se fait un nom grâce à son talent et sa dévotion. Dans les années 1960, il devient un visage familier de la nouvelle vague française, travaillant avec de grands réalisateurs et partageant l'écran avec des stars comme Jean-Paul Belmondo et Yves Montand. Bien qu'il n'ait jamais atteint le statut de star principale, Géret était respecté pour sa capacité à donner de la profondeur à chaque rôle, qu'il soit un personnage secondaire dans des films politiques ou un rôle comique dans des œuvres plus légères. Cependant, malgré une carrière impressionnante, Georges Géret n'a jamais atteint la stabilité financière. Dans les années 1980, ses rôles se sont faits de plus en plus rares, en grande partie en raison du changement des goûts du public et de la préférence de l'industrie pour des visages plus jeunes. Les problèmes financiers ont commencé à l'assaillir, le forçant à vivre une existence modeste dans un petit appartement à Paris. Sa santé s'est également gravement détériorée, aggravée par des maladies liées à l'âge. L'industrie du cinéma, qu'il avait une fois honorée, l'a progressivement oublié et les jeunes générations connaissent peu ses performances qu'il avait rendues célèbres. Georges Géret est décédé le 7 avril 1996 à l'âge de 71 ans à Paris, dans le silence, sans la reconnaissance qu'il méritait. Sa mort n'a pas attiré beaucoup d'attention, laissant un sentiment de regret pour un talent autrefois éclatant. Cependant, l'héritage de Georges Géret perdure à travers des films classiques tels que Z et La religieuse. Ses rôles, même secondaires, ont toujours apporté énergie et profondeur aux œuvres, témoignant du talent d'un acteur dévoué, toujours impliqué dans ses personnages. Il est le symbole des artistes discrets qui contribuent au succès des chefs-d'œuvre sans la gloire des rôles principaux. Son héritage est un rappel de la valeur du dévouement dans l'art, même lorsque cela n'est pas récompensé par la gloire ou la richesse. Ses performances dans Diary of a Chambermaid ou Z continuent d'inspirer ceux qui aiment le cinéma français, confirmant que le véritable talent ne sera jamais complètement oublié, même si le temps est impitoyable. Robert Le Vigan, né le 7 janvier 1900 à Paris, France, était un acteur célèbre dans les années 30, reconnu pour son jeu émotionnel et sa capacité à incarner des personnages complexes. Avec sa voix caractéristique et son visage marqué, il est devenu une figure familière du cinéma français de l'âge d'or, notamment à travers ses rôles dans Les Bas-fonds, 1936, de Jean Renoir et Quai des Brumes, 1938, de Marcel Carné. Dans Les Bas-fonds, il incarne un acteur alcoolique tragique, apportant de la profondeur à l'œuvre de Renoir. De même, son rôle de peintre Michel dans Quai des Brumes, aux côtés de Jean Gabin, a démontré son talent à dépeindre des âmes perdues, contribuant à l'attraction du film dans le genre réalisme poétique. Le Vigan a également joué dans
La Bandera, 1935, et Goupil Main Rouge, 1943, consolidant sa position en tant qu'acteur secondaire exceptionnel, toujours capable d'apporter émotion et réalisme à ses personnages. Il a travaillé avec des réalisateurs de renom et était apprécié du public pour sa capacité à transmettre des émotions intenses. Cependant, la vie de Robert Le Vigan a pris un tournant tragique après la Seconde Guerre mondiale en raison de ses choix erronés durant l'occupation de la France. Soutenant le régime de Vichy et ayant des opinions antisémites, il a participé à des émissions de propagande pour le Troisième Reich et est apparu dans des films financés par les nazis. Après la libération de la France, Le Vigan a été arrêté et condamné pour collaboration avec l'ennemi. Il a été privé de ses droits civiques et complètement boycotté par l'industrie cinématographique. Pour éviter des poursuites supplémentaires, il a fui en Espagne en 1944 avant de s'installer en Argentine où il a vécu en exil pour le reste de sa vie. En Argentine, Le Vigan a tenté de reconstruire sa vie, mais il n'a jamais retrouvé la gloire passée. Il a vécu dans la pauvreté, effectuant des travaux de subsistance et a été progressivement oublié par le public et l'industrie du cinéma. Les dernières années de Le Vigan ont été marquées par la solitude et la misère. Vivre loin de sa patrie, il n'a plus eu l'occasion de revenir au cinéma. Et les rôles qui avaient fait sa célébrité étaient désormais un lointain souvenir. Sa santé s'est détériorée en raison de l'âge et des conditions de vie difficiles. Robert Le Vigan est décédé le 12 octobre 1972, à l'âge de 72 ans, à Tandil, Argentine, dans le silence, sans la reconnaissance qu'il méritait. Sa mort est presque passée inaperçue, marquant la fin triste d'une carrière autrefois brillante. Cependant, son héritage perdure à travers des films classiques tels que Les Bas-fonds et Quai des Brumes, où il a offert des performances puissantes et émouvantes. L'histoire de Le Vigan est un rappel de la fragilité de la gloire, lorsque de mauvaises décisions peuvent entraîner la chute d'une carrière entière. Bien qu'il ait été jugé par l'histoire et l'industrie cinématographique, ses performances restent un témoignage du talent d'un artiste qui a autrefois conquis le cœur du public français. Ces acteurs ont marqué l'histoire du cinéma français avec des rôles remplis d'émotions, captivant les spectateurs à chaque image. Mais leurs tragiques destinées sont un douloureux avertissement. La gloire est éphémère et derrière les sourires éclatants à l'écran se cachent souvent des vies brisées, pleines de sacrifices et de souffrances silencieuses.